Grand format, une émission culturelle et religieuse. Votre émission Grand format. Le thème de l'émission aujourd'hui, de l'art d'éduquer. Il s'agit du deuxième volet, autour de ce thème proposé par le père Jean-Marie Petitclerc, un thème qui avait été abordé et développé à l'occasion d'une rencontre le 21 mars 2012 en l'église Saint-Sauveur de La Rochelle. Nous poursuivons avec le père Jean-Marie Petitclerc. Père Jean-Marie Petitclerc, merci d'être venu de Lyon jusqu'à nous. Je vous présente rapidement. Vous êtes né dans le département de l'Eure, vous avez vécu à Rouen, vous avez commencé une belle carrière civile puisque vous êtes polytechnicien. Vous avez été ordonné prêtre en 1984 chez les Salésiens, cette congrégation fondée par Saint Jean Bosco pour s'occuper des jeunes en précarité. Et c'est ce que vous faites depuis une trentaine d'années, d'abord à Chanteloup-les-Vignes, en région parisienne, puis à Argenteuil. Vous avez fondé une association qui s'appelle le Val d'Occo et qui est un lieu justement de soutien, de réflexion, d'analyse de toutes les réalités éducatives. Vous avez voyagé pas mal, vous partagez votre expérience dans la France et en Europe. Vous avez même écrit plusieurs livres, en particulier 2, Spiritualité de l'éducation et Pourquoi je suis devenu prêtre. Alors nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans notre bon diocèse de La Rochelle et Sainte, puisque nous sommes engagés dans une démarche diocésaine baptisée Semeur d'Évangile. Elle comprend 6 chantiers et en particulier un chantier qui s'appelle Éduc à venir, où nous proposons à tous ceux qui se sentent concernés par l'éducation de se retrouver et de partager leurs questions, leurs problèmes, leurs joies, leurs difficultés à la lumière de l'Évangile. Car contrairement à une certaine angoisse, je suis sûr que votre causerie va nous aider à dépasser cette angoisse. Un grand merci. Merci, Monseigneur, pour cette présentation. Je me réjouis de venir partager avec vous quelques réflexions sur l'accompagnement des enfants, des adolescents qui grandissent, tant je sais combien ma propre réflexion peut s'enrichir de ces rencontres menées ici ou là. Alors venons-en à l'art d'éduquer, car nous comprenons combien il y a urgence à ce que l'ensemble de nos concitoyens se remobilisent sur l'éducation. Et je me réjouis de voir que l'Église, au fil des siècles, a toujours été en pointe sur ces questions d'éducation. Car pour elle, l'éducation, c'est pas la BA qui serait demandée aux chrétiens. L'éducation, c'est un lieu possible de rencontre du Christ. Celui qui accueille un enfant en mon nom, c'est moi qui l'accueille. L'Église est invitée à découvrir la présence de Christ ressuscité, opérante au cœur de la relation éducative. Et il me semble que les éducateurs que nous sommes aujourd'hui ont 3 grands défis à relever. Le premier, c'est le défi de la confiance. Développons une pédagogie de la confiance. Jean Bosco ne cessait de répéter à ses disciples, sans confiance, pas d'éducation possible. La première tâche de l'éducateur, c'est de travailler à l'instauration de cette relation de confiance. Et Jean Bosco a ajouté, sans affection, pas de confiance. J'ai confiance. Je crois en toi. Et peut-être même aller jusqu'à j'ai besoin de toi. Jean Bosco aimait dire à ces jeunes, j'ai besoin que nous nous mettions d'accord. J'ai besoin de votre aide. Vous savez, il m'arrive de rencontrer des adolescents suicidaires. Non pas qu'ils ne soient pas aimés dans leur famille. Ils vivent dans des familles aimantes. Non pas qu'ils n'aient pas été aidés dans leur parcours. Ils ont rencontré une kyrielle de psychiatres, psychologues en tout genre. Mais ce qui a peut-être parfois manqué le plus, c'est de rencontrer un adulte capable de dire « j'ai besoin de toi ». Alors ils vivent comme des problèmes, plutôt que comme des chances, et parfois l'idée noire traverse leur tête, et ils se disent qu'en se supprimant, ils supprimeraient le problème pour leur entourage. J'ai discuté récemment avec un politique qui me disait
la jeunesse est devenue un grand problème de société. Il est vrai que d'articles sur les jeunes à problème, les problèmes des jeunes, les problèmes des jeunes à problème. Et je répondais à ce politique, triste société, une société qui considère sa jeunesse sous l'angle du problème et non pas de la chance. La jeunesse, c'est la chance de notre société d'aujourd'hui. La jeunesse, c'est la chance de l'Église. Développer une pédagogie de la confiance, cela signifie ne jamais enfermer l'enfant, l'adolescent, dans une image construite à partir de ses comportements ou de ses performances de l'aujourd'hui. S'il est un adjectif que je n'utiliserai jamais pour qualifier les jeunes que je côtoie au quotidien, c'est l'adjectif délinquant. Pourtant, Dieu sait si bon nombre des jeunes du Val d'Ocaux commettent des délits. Mais c'est quoi un délinquant? Si je prends la définition du dictionnaire, un jeune est délinquant parce qu'il a commis un délit. Le drame, c'est que dans la tête des gens, cela devient très vite, un jeune commet des délits parce qu'il est délinquant. C'est terrible les effets pervers de cette inversion de causalité. Qu'y a-t-il de commun entre un adolescent de 17 ans qui va subtiliser la carte bleue de sa voisine et un adolescent de 17 ans qui va agresser sexuellement une gamine de 4 ans? Je ne vois aucun trait de personnalité commun. Bien sûr, ils sont tous les deux délinquants au sens de la loi et répondront de leurs actes au tribunal correctionnel. Mais toute ma posture d'éducateur salésien consiste à dire aux jeunes, tu as commis un délit, mais pour moi, tu n'es pas délinquant. D'ailleurs, c'est pour ça que je me mets en colère après toi. C'est pour ça que je te sanctionne. Tu serais délinquant, ce serait normal que tu commettes des délits. Je rencontrais un collègue qui me dit, tu sais, Jean-Marie, je suis devenu directeur d'un foyer de jeunes délinquants. Je dis, bonne chance. Il me dit, c'est fou les conneries qu'ils font. Ben, je dis, heureusement, sinon qui tu serais? Imaginez qu'il s'arrête. Il a l'air malin. C'est son statut social. Il dirige un foyer de jeunes délinquants. La caractéristique du délinquant, c'est commettre des délits. Hein? Moi, je dirige une association où j'ai beaucoup de jeunes qui commettent des délits, mais j'ai 0 délinquant. Par définition. Vous savez, c'est complètement différent, excusez ce trait de vulgarité, c'est complètement différent de dire à un enfant, t'as fait une connerie ou t'es con. On dit pas du tout la même chose. Dans le premier cas, on parle de l'acte, je pense qu'on est capable de le reconnaître. Dans le deuxième, on étiquette le gamin à partir de son acte et le stigmatise. C'est la même différence entre t'as menti, t'es menteur, t'as volé, t'es voleur. C'est la même différence à l'école entre ta copie est nulle et t'es nul. On ne dit pas du tout la même chose. Vous savez, les enfants qui souffrent le plus à l'école, et j'en rencontre un certain nombre dans mon bureau d'éducateur, sont les enfants qui ont eu la malchance de rencontrer à l'école des enseignants qui ont confondu le champ de la performance et le champ de la personne. C'est terrible le tort que font ces gens-là, qui au lieu de dire ta copie vaut 2, laissent passer comme message tu vaux 2. Des enseignants qui utilisent la maîtrise qui est la leur d'outils d'évaluation des dynamiques d'apprentissage en outils d'évaluation des personnes. C'est l'impératif moral évangélique, c'est ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. On peut juger des actes. On n'a jamais à juger des personnes. Il existe des bonnes et des mauvaises copies. Il n'existe pas de bons et de mauvais élèves. Parce que l'élève, c'est une personne. Comment peut-on qualifier de mauvais une personne? D'autant que la plupart des mauvais élèves que je rencontre, ils rêveraient de faire du bon. Rêveraient de faire du bon. Donc, parlons de la performance. N'allons jamais utiliser l'évaluation de la performance en évaluation de la personne. C'est ça, la relation de confiance. Relever le défi de l'espérance. Développons une pédagogie de l'espérance. Vous savez, il me semble que la plus belle parabole qui jamais a été écrite sur l'éducation, c'est la parabole de la petite graine appelée à devenir un grand arbre. Et j'aime ce commentaire de l'abbé Pierre, que j'ai eu la chance de beaucoup fréquenter à la fin de sa vie, qui disait il y a peut-être 3 catégories d'hommes et de femmes en ce temps. Il y a ceux, vous les mettez face à une graine, ils voient que la graine. C'est un peu limité comme perspective. Deuxième catégorie, vous les mettez face à une graine, ils rêvent déjà à l'arbre, ils voient les oiseaux dans les branches. Le drame pour ces grands idéalistes, c'est qu'à force de rêver, ils risquent de marcher sur la graine, il n'y a plus rien. Puis troisième catégorie, il y a ceux qui savent voir à la fois la graine et l'arbre. Ceux-là vont être attentifs au terrain. Offrir le meilleur terrain pour que la graine puisse devenir un arbre. Merveilleuse parabole de l'éducation, où il s'agit d'offrir le meilleur terrain pour que l'enfant puisse prendre racine dans l'héritage familial, social, culturel, religieux de son pays,
de manière à éclore à sa nouveauté de sujet. Et dans l'éducation, il doit toujours y avoir ces deux thématiques, la thématique de la transmission et la thématique de l'accompagnement de la nouveauté. Et je dois vous avouer que j'aime mon époque. Je rencontre beaucoup de chrétiens qui n'aiment pas leur époque. Moi, l'éducateur que je suis, j'adore mon époque. Parce que reconnaissons que dans les années 50, éduquer, c'était principalement transmettre. Moi, j'avais pas le droit de parler à la table des adultes. Petit gamin, t'écoutes. Dans les années 68, alors il y a eu le grand rêve, c'était plus la peine de transmettre, le gamin allait tout réinventer par lui-même. Et j'ai même vu des sessions de catéchèse où c'était même plus la peine de transmettre l'histoire sainte. On faisait toutes les séances avec des petits pétales, des petits cœurs. Des fois, je rencontre aujourd'hui des gens qui ont 40 ans, qui sont interpellés sur leur foi, et leur vague souvenir, c'est des petits pétales et des petits cœurs avec Jésus t'aime. C'est un peu difficile pour faire face au questionnement. Alors que je trouve qu'aujourd'hui, on arrive à un bon équilibre. Transmettre, mais non pas pour que l'enfant imite. Tout prof de littérature sait que son objectif, c'est pas que les gamins copient les œuvres des auteurs qui leur enseignent. C'est de leur apprendre à écrire. Tout prof d'économie sait, ou du moins j'ose espérer qu'il sait, que l'objectif de son cours, ce ne sont pas que les gamins adoptent tous les mécanismes économiques dans leur vie future. J'ose espérer qu'ils sont capables de réinventer d'autres. Parce que je suis pas bien certain que les mécanismes des sciences économiques que nous avons mis en place permettent véritablement de sortir de cette période que nous traversons. Donc, lorsqu'un prof transmet, c'est pas transmettre pour que le gamin imite, c'est toujours transmettre pour que le gamin invente. Il en va de même de la foi. Lorsqu'on transmet la foi, ce n'est pas pour que le gamin imite notre manière de croire. Tous ici, autant que nous sommes, chacun d'entre nous a une manière de croire différente. Je vais te faire un petit sondage. La résurrection, tout ceci va évoquer des choses complètement différentes chez l'un et chez l'autre. Tous. Nous avons des manières de croire différentes. Et lorsqu'on transmet la foi à un enfant, c'est pas lui transmettre notre manière de croire. C'est lui transmettre de manière à ce qu'il soit capable d'inventer sa manière de croire. Alors j'aime dire qu'il y a 3 catégories d'éducateurs, en parodiant un peu le décryptage de cette parabole de l'abbé Pierre. Première catégorie, ceux qui ne voient dans l'enfant que l'enfant tel qu'il est aujourd'hui. Alors là, on risque de pas transformer toutes ses potentialités en capacités. Et l'art d'éduquer, c'est l'art de transformer les potentialités en capacités. Parce que vous savez, nous disons tous que nous aimons voir nos enfants grandir. Ça, c'est ce que nous disons. Mais est-ce fondamentalement vrai? Rappelez-vous, votre gamin de 8 ans, qui sortant de l'école se jetait dans vos bras en vous racontant ses chagrins de cours de récréation, et lorsque 8 ans plus tard, vous allez le surprendre à la porte du lycée, qui vous fait signe de la main, dégage maman, c'est pas ta place ici, en n'osant même pas vous embrasser devant les copains, on dit qu'on aime voir son enfant grandir, ça c'est ce qu'on dit. Je suis pas certain que ce soit fondamentalement vrai. C'est tellement gratifiant le petit enfant, qui est tellement capable de vous dire combien vous êtes important pour lui, combien il a besoin de votre amour, combien vous êtes important pour lui. Alors vous savez, nos grands-mères, elles se trompaient pas souvent, nos grands-mères. Nos grands-mères qualifiaient l'adolescence d'âge ingrat. Parce que je ne sais pas si quelques-uns parmi vous ont des adolescents, mais je crois que la gratitude n'est pas forcément la qualité première de l'adolescent. Ils en ont bien d'autres, hein. Mais, merci papa de te lever de bonne heure ce matin pour aller travailler en entreprise et me ramener de quoi partir en vacances. Merci maman d'aller faire le marché tous les matins et demain. Bon, je pense que l'adolescent est tellement pris pour comment s'affirmer par rapport aux adultes, par rapport à ses copains, que je pense pas que la gratitude, enfin il y a peut-être quelques exceptions chez tel ou tel d'entre vous, mais on peut pas dire que la gratitude soit la qualité première de l'adolescent. Mais voilà. Mais combien je rencontre, vous savez, dans mon bureau d'adolescents qui me disent, mais mes parents ils voient pas que je grandis. Ils voient pas que je grandis. Et ça peut être une vraie souffrance de ne pas accompagner l'enfant dans sa croissance, de le maintenir un peu dans cet état de dépendance enfantine. Tellement ça peut être gratifiant pour nous. Deuxième catégorie d'éducateurs, c'est l'inverse, c'est ceux qui ne voient dans l'enfant que le futur adulte. C'est le « passe ton bac d'abord ». La réalité de ce que tu vis comme enfant ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est que tu aies ton bac. Attention. La seule chose qui m'intéresse, c'est le projet que je fais pour toi. Et un éducateur qui vont projeter sur l'enfant des représentations qui sont de lui adulte. Parce que lesquels d'entre nous n'ont pas rêvé, en berçant leur petit bébé,
de Bercé, Noah au tennis, Zidane au foot, Balzac en littérature, Mozart au piano, d'Eugène en physique. Il m'arrive de voir des emplois du temps d'enfants de CM2 le mercredi après-midi, où ils vont à la leçon de piano au cas il serait Mozart, après ils enchaînent avec la leçon de tennis au cas il serait Noah, on aurait l'air malin. On leur aurait fait faire du piano, en fait c'était Noah. Sans oublier des cours particuliers de physique au cas il serait d'Eugène, on aurait été bête. Tu lui aurais fait faire du piano et du tennis, en fait c'était un génie scientifique. Alors il y a des gamins qui arrivent au caté en retard parce qu'ils viennent du piano, ils repartent en avance parce qu'ils partent au tennis. Puis après on se dit tiens, ils ont un petit peu de mal à se poser. Je connais des emplois du temps d'enfants de CM2 le mercredi après-midi qui est digne d'un chef d'entreprise. Alors pour peu que la maman en ait plusieurs, lorsqu'elle a fini de conduire le 5e à la première activité, il est temps d'aller chercher le premier pour le mener sur la deuxième activité, je ne dis pas l'ambiance à la maison le mercredi soir, l'enfant en grandissant risque de ne pas faire tout ça à la fois. Ça à la fois. Et être éducateur, qu'on soit parent, qu'on soit enseignant, qu'on soit éducateur, ce n'est pas faire en sorte que l'enfant réalise le projet qu'on fait sur lui, c'est l'accompagner à la naissance de son projet. Votre émission Grand Format, de l'art d'éduquer, avec le père Jean-Marie Petitclerc. Vous savez, lundi, je prêchais dans une assemblée de collégiens et de lycéens, à l'occasion de la Saint-Joseph, fête d'une grande institution où je me trouvais. Je parlais de la Sainte Famille. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup parmi vous qui auraient aimé être à leur place. Et je disais, ces enfants, ces adolescents, vous savez, il arrive une fois seulement dans l'histoire d'un garçon juif, ça arrive une fois dans sa vie, l'année de la puberté, où il peut se considérer encore comme un enfant et faire la route avec les femmes, ou se considérer déjà comme un homme et faire la route avec les hommes. Avant, il est obligé d'être avec les femmes, après, il est obligé d'être avec les hommes. Il y a juste 1 an, 12 ans, l'âge de la puberté, où le gamin a le choix. Eh ben, seul épisode dans l'évangile qu'on est de Jésus adolescent, c'est Jésus à 12 ans. Il fait croire à son père qui était avec sa mère, il fait croire à sa mère qui était avec son père, et il se barre. Au départ, pas de souci. Joseph était persuadé qu'il était avec Marie, Marie était persuadée qu'il était avec Joseph. Jusqu'ici, tout va bien, c'est comme dans le film. Le problème, c'est quand ils se sont retrouvés, au bout d'une journée, au bout d'une marche. Vous imaginez l'ambiance dans le couple. Quand ça, il n'est pas avec toi, je suis persuadé qu'il était avec toi. Il le recherche. 3 jours. Et Joseph retrouve l'enfant. Et dit au gamin, tu vois quand même l'état dans lequel t'as mis ta mère? Tu vois pas l'état d'angoisse et tout ça? Et Jésus de répondre, pas un mot d'excuse de Jésus pour sa maman. Pas un mot. Pas un mot. Il répond, je suis pas là pour faire le projet que vous avez sur moi, je suis là pour réaliser le projet que mon père fait sur moi. On dit, je suis là pour occuper la maison de mon père. Alors que le pauvre Joseph, peut-être qu'il voyait en Jésus le successeur pour l'entreprise de charpente dans laquelle il travaillait. Ah ben non. Et ça, c'est la réponse de tout adolescent. Je suis pas là pour réaliser le projet que vous faites sur moi, je suis là pour réaliser ma vocation. Et je disais, en cette fête de Saint-Joseph, à tous ces adolescents réunis, on a travaillé sur cette question, ben voilà, c'est quoi ta vocation? Alors, 3e catégorie d'éducateurs, ceux qui savent voir à la fois dans l'enfant tel qu'il est aujourd'hui et l'adulte qu'il est appelé à devenir demain. Et d'ailleurs, il me semble que c'est ce double regard qui caractérise l'Évangile. C'est un jour, j'étais interpellé par un gamin de 12 ans, que je préparais la profession de foi, et qui me dit, Jean-Marie, le royaume de Dieu, est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il n'est pas là? Je lui dis, pourquoi tu me poses cette question? Ah, il me dit, j'ai lu l'Évangile. Ah ben, je dis, bravo. Il me dit, à une page, on nous dit, réjouissez-vous car le royaume de Dieu est là. 3 pages plus loin, priez pour qu'il vienne. Notre Père, que ton règne vienne. Il va quand même savoir, le royaume de Dieu, est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il n'est pas là? Question tout à fait pertinente. Moi, j'adore les questions posées par les jeunes d'aujourd'hui. Quand j'étais au caté, j'avais pas cette pertinence-là. Et vous savez que la réponse du Christ, c'est justement la parabole de la graine. Il en va du royaume comme une graine qui pousse, car lorsque vous êtes face à une graine, vous pouvez, avec le même degré de vérité, dire « l'arbre est là », vous avez le droit de dire ça, parce que potentiellement tout l'arbre est dans la graine, ou vous avez le droit de dire « l'arbre n'est pas là ». Si vous ne plantez pas, si vous arrosez pas, il n'y aura jamais d'arbre. C'est-à-dire que pour le chrétien, il est aussi vrai de dire « le royaume de Dieu est là » ou « prions pour qu'il vienne », puisqu'il est là sous le mode de la germination. Le royaume de Dieu, c'est pas une propriété que des anges devraient défendre. C'est un processus. Toutes les paraboles du royaume sont des paraboles de germination. Et donc, Jésus nous habitue à ce regard sur le déjà et le pas encore arrivé. Vous savez que tout l'enseignement moral de l'Église, que ce soit 6 mois avant la naissance ou 1 heure avant la mort,
Tout l'enseignement moral de l'Église est fondé sur ce double regard. On trompe l'homme si on se limite au sol déjà là ou au sol pas encore là. Il nous faut toujours avoir ce double regard sur le déjà là et le pas encore là. Et c'est ainsi qu'on respecte l'homme. Alors ce double regard conduit à une double attitude pédagogique. Et c'est vrai pour la famille, c'est vrai pour l'école, où il va s'agir à la fois de sécuriser, car l'enfant n'est capable de relever le défi de grandir qu'en se sentant suffisamment sécurisé dans son environnement. Le premier rôle de la famille, c'est d'apporter cette sécurisation. Moi, je vois ce qui manque le plus aux ados que j'accompagne, c'est cette sécurité familiale. Alors, ils sont dans l'insécurité permanente, et la meilleure défense étant l'attaque, ils sont dans des postures d'agressivité constante. Mais derrière cette agressivité constante des ados que j'accompagne, je sens au fond un fond d'insécurité totale. Sécuriser, c'est aimer l'enfant comme il est. Et ce qui est terrible quand on est adolescent, c'est que parfois on se réveille le matin, on se regarde dans une glace, on voit un petit bouton apparu sur le nez, et on pense que le monde entier a les yeux rivés sur le bouton. Je dis pas l'angoisse quand on quitte son lit. Alors surtout quand vous êtes parents, vous en rajoutez pas. T'es notre fils, t'es notre fille, 3 boutons en plus, 3 boutons en moins, 1 kilo de plus, c'est pas ça. C'est ça, sécuriser. Sécuriser, c'est être porteur d'un cadre, de règles, de limites. Rien de plus insécurisant que de grandir sans cadre. Sécuriser, c'est surtout apprendre à mémoriser de la réussite. Car l'homme est ainsi fait qu'il est capable d'affronter une difficulté qu'en se mémorisant une réussite antérieure. Tous nous fonctionnons comme ça. Votre plus grand rôle de parent, c'est de faire la fête. Lorsque le gamin fait ses premiers pas, lorsqu'il saute pour la première fois dans la piscine, lorsqu'on enlève les roues stabilisatrices de vélo. Chaque fois que vous apprenez à un enfant à mémoriser la réussite, vous l'aidez à affronter les difficultés de demain. Le problème, c'est que notre système scolaire, tel qu'il fonctionne en France, n'est pas toujours habité par ce principe. Vous savez que notre pays est un des pays au monde qui dépense le plus pour son école, en termes de pourcentage de PIB. Nous comptons parmi, je crois, les 4 pays au monde qui dépensons le plus pour notre école, en termes de pourcentage de PIB. En termes d'efficience de notre système scolaire, classement PISA, nous dégringolons chaque année, nous sommes entre la 17e et la 22e place selon les disciplines. Autrement dit, des pays qui dépensent moins que nous pour leur école font mieux que nous en termes de transmission. Donc c'est important de se le rappeler. Quand j'entends certains politiques qui disent il faut encore des moyens, il faut encore des moyens, il faut encore des moyens. Attends, ça peut-être pas comment on les utilise. Et que si on regarde du côté des pays qui font mieux que nous, les pays nordiques, c'est quoi la grande différence? C'est le regard sur l'enfant. Un regard centré sur ce que l'enfant sait faire. Et on enrichit ses savoir-faire. Alors que chez nous, on a un regard centré sur l'écart par rapport au niveau attendu. Alors, chez nous, un gamin qui passe dans cette dictée de 50 fautes à 10 fautes voit sa note passer de 0 à 0. Un gamin qui passe de 3 fautes à 2 fautes voit sa note passer de 14 à 16. Je peux vous assurer que c'est bien plus difficile de passer de 50 fautes à 10 fautes que de 3 fautes à 2 fautes. Mais dans notre système, on voit rien. Parce que ce qui importe, c'est l'écart par rapport au niveau. Alors, quand c'est en dessous du niveau... C'est-à-dire, un gamin en 5e en sait forcément plus qu'un gamin en 6e. Même s'il n'a pas tout écouté, même s'il n'a pas tout compris, bon, il a quand même été toute l'année à l'école, donc il en sait forcément plus. Mais dans notre système, il avait 5 sur 20 en 6e, il a encore 5 sur 20 en 5e. Et il n'y a aucun moyen pour lui de se dire je progresse. Puisque c'est toujours par rapport au niveau. Et comme à chaque fois on fait monter le niveau, il pourra avoir 2 tout au long de sa scolarité. Et donc comment le gamin va pouvoir mémoriser de la réussite si on a un système qui est toujours fondé sur l'écart par rapport au niveau? Donc combien hein, c'est important. Vous savez, il est un chapitre de la Bible, un grand livre de la Bible qui s'appelle l'éducation. Je ne sais pas si vous avez lu l'éducation. Alors c'est écrit en grec. Bon. Alors c'est marqué l'Exode. Mais c'est la même chose. Éducation en latin, ça veut dire exode en grec. Sortir d'eux. Ex ducere, conduire hors d'eux. Exode, conduire hors d'eux. Alors, j'aime parfois faire ces lectures éducatives de la Bible. C'est une lecture réductrice, hein, il faudrait... Hein. Mais on peut faire ces lectures éducatives de l'Exode. L'état d'Égypte, c'est l'état d'enfance. Les besoins vitaux sont satisfaits, mais on n'est pas libre, on est dépendant. La terre promise, à laquelle on n'arrive jamais, c'est l'état adulte. On n'y arrive jamais complètement. Qui peut se prétendre complètement adulte? Moi, j'aime dire, l'adulte, c'est celui qui est capable d'entrevoir le fait de mourir sans que ça ôte le sens de ce qu'il a vécu.
Bon, on progresse toujours, hein. Entre les deux, l'adolescence. Une expérience de peuple. Ils sont ensemble. Avec de temps en temps la tentation de revenir en arrière. Il y a des ados qui sont parfois tentés par la régression vers l'enfance. Quand ça devient dur, au moins en Égypte, on a quoi courage d'affronter la difficulté du présent. Sécuriser et responsabiliser. Car on apprend à l'enfant à devenir responsable qu'en lui permettant d'exercer des responsabilités. Bien sûr, à sa hauteur. Il ne peut pas confier les verres en cristal à l'enfant de 4 ans, mais il peut déjà mettre le couvert. Et ce qui est dramatique des fois dans notre société, c'est que je vois des enfants qui sont écrasés d'un fardeau de responsabilité trop grande. On les appelle des enfants à la clé. Je connais des enfants de 9 ans, clé autour du cou, qui sont responsables. Entre 16h30, sortie de classe, et 20h30, arrivée de la maman qui les élève seule au foyer, sont responsables de l'ensemble de l'appartement et de l'ensemble de la fratrie. C'est énorme. Le lendemain, ils vont à l'école, et la maîtresse, après un discours emphatique sur la citoyenneté, lui dit « Jamy, tu vas être responsable de la craie ». D'un côté, vous avez des responsabilités écrasantes. De l'autre côté, alors une parodie de responsabilité, mais je vous dis pas avec la sauce. Des responsabilités à la hauteur des épaules de l'enfant. Et ce que je dénonce avec force aujourd'hui auprès des politiques, en termes d'éducation, c'est les ravages de la déclinaison du principe de précaution. On voudrait éduquer à risque zéro. On voudrait éduquer à risque zéro. Je connais des parents qui voudraient que leur gamin fasse de la haute montagne à risque zéro. Forcément du risque. Il y en a moins que de prendre le car ou de prendre la voiture de l'oncle. Il y a forcément du risque. Moi, je fais du bateau avec les jeunes. Chaque mois d'avril, chaque mois de juillet, je pars en bateau. Je peux vous assurer que quand on est avec l'équipage de gamins de 12-15 ans, en pleine tempête dans le golfe de Gascogne, on court un risque. Alors, bien sûr, on le maîtrise, on l'évalue. On court un risque. Et je reçois des lettres merveilleuses de magistrats me disant les progrès stupéfiants qu'a pu faire tel ou tel adolescent au cours de cette escapade. Mais je sais aussi que si par malheur un été, j'arrivais au port avec un gamin en moins, ma tête ferait la une des journaux et je me retrouverais en tôle. Je le sais. Par malheur ça arrivait, ma tête ferait la une des journaux et je serais en tôle le soir même. C'est un risque que je prends. Je comprends que des collègues ne veuillent pas courir ce risque. Alors quand ils font l'apprentissage de la voile, c'est sur un lac sans rides. Chaque gamin est dans une petite caisse en bois qu'on appelle optimiste, et dès que la caisse penche un tout petit peu, il y a 3 canots à moteur qui se précipitent. Et les gamins apprennent la voile à risque zéro. Je pense que les bénéfices éducatifs sont pas tout à fait les mêmes dans les deux expériences. Avoir affronté la tempête à la barre d'un voilier de 14 mètres et être dans sa petite caisse à savon sur un lac sans rides, c'est là, on fait de la voile, j'en conviens. Mais c'est pas les mêmes bénéfices éducatifs. Et j'aime dire qu'une éducation sans risque est l'éducation la plus risquée qui soit. Parce qu'elle forme des irresponsables. Il y a 3 ans, je faisais une intervention à l'Assemblée nationale et je parlais du scout de l'an 2012. Alors on y est, mais je crois qu'on y est presque. Je racontais que le scout de l'an 2012, lorsqu'il partirait en exploration en forêt, on commencerait à mettre un dérouleur de fil électrique dans son sac à dos, le chef tiendra la prise, le gamin ira découvrir la forêt en déroulant là. Une fois que le dérouleur serait déroulé, il plantera sa tente, parce que il est indispensable de mettre le beurre du petit déjeuner dans un frigo durant la nuit qui précède la consommation. Sinon, vous courez un risque, vous n'avez pas le droit de faire courir ce risque au gamin. Si le beurre du petit déjeuner n'est pas dans un frigo durant la nuit qui précède la consommation, alors là, vous avez tout faux sur les règles, dernières règles d'hygiène qui régissent les camps. Où on va, et on y va tout droit. Principe de précaution. Et à quoi on assiste au bout du bout? On assiste à cette alcoolisation de nos étudiants, pas simplement dans les quartiers, sur les campus de grandes écoles. Je suis consterné, moi, dans cette alcoolisme sur les campus de l'X, de l'ESSEC, et j'essaie de comprendre pourquoi. Vous avez avec les étudiants, je dis, pourquoi ils boivent comme ça? Surtout, ils boivent, c'est pas pour le plaisir. Ils sont malades comme des queues de pelle. Donc c'est vraiment pas pour le plaisir. Vous voyez, c'est pas boire pour le plaisir. Alors c'est quoi la motivation? Eh ben c'est moi, je suis capable de descendre 1/4 de litre de whisky, eh ben moi, je suis capable d'en descendre 1/3. Eh ben moi, je vais essayer 1,5. Et je me dis, triste société. Une société qui a interdit à tous ses enfants adolescents de courir le moindre risque pendant leur enfance et leur adolescence, et qui finalement, pour se prouver qu'ils existent, en sont à se lancer ces défis stupides autour du whisky ou de la vodka. Je trouve ça triste à en pleurer. Triste à en pleurer. Ah, c'est sûr qu'ils arrivent intacts dans leur université. Risque zéro. Pas une cabosse.
si c'est pour en arriver là. Et là, pour moi, c'est vraiment la manifestation des ravages du principe de précaution appliqué au champ éducatif. Il n'y a pas de confiance sans risque. C'est le risque de la foi. Donc, éduquer dans la confiance, forcément, ça signifie courir un risque. Bien sûr, il s'agit de l'évaluer, il s'agit de le maîtriser, il ne s'agit pas d'être inconsidéré. Sans doute la plus grande difficulté de parents, c'est comment mesurer ce risque. Votre émission Grand Format, de l'art d'éduquer, avec le père Jean-Marie Petitclerc. Enfin, dernier défi, le défi de l'alliance. Comment faire alliance avec ces jeunes? Comment les adultes peuvent réinvestir leur place dans ce monde des jeunes? J'ai discuté avec un enseignant qui partait à la retraite dans une petite ville de province, pas du tout des quartiers sensibles. Et il avait une longue carrière d'enseignant, je crois à peu près 35 ans. 35 ans. Et il me disait, Jean-Marie, tu vois, ce qui a changé en 35 ans, c'est qu'il y a 35 ans, lorsque des élèves fêtaient un anniversaire, ils m'invitaient. Aujourd'hui, il n'y en a plus un seul qui m'invite. Quand les jeunes font la fête, c'est sans nous. Sans nous. Et puis là. Et se dire, voilà, on s'est mis à côté, et puis leur vraie vie, c'est quand ils vont être entre eux. Comment retrouver cette place d'alliance? Comment développer une pédagogie de l'alliance? Il va s'agir d'abord de trouver la bonne distance avec l'enfant, l'adolescent qui grandit. C'est l'art d'éduquer, c'est d'abord l'art du positionnement. Être toujours suffisamment proche pour ne jamais être indifférent et suffisamment distant pour ne pas être indifférencié. Je crois que c'est la règle d'art. Cette bonne distance, cette bonne proximité. Trop de distance crée de la violence, le jeune faisant n'importe quoi pour attirer l'attention. Trop de proximité peut créer de la violence, le jeune voulant se dégager de cette gangue affective qu'il vit comme emprisonnante. Je rencontrais une jeune maman avec son gamin de 4 ans qui l'a bourré de coups de pied. Je disais, je comprends pas. Et moi, je disais à cette jeune maman, mais un peu de distance, madame. Vous êtes trop collés. C'est un bébé, vous êtes trop collés. Il manifeste qu'il a besoin d'un petit peu d'espace. On peut pas. Il faut coller. Mais combien j'ai fait un certain nombre d'audits dans des institutions traversées par de graves problèmes d'autorité, et j'ai toujours pu effectuer une corrélation entre les difficultés liées à l'exercice de la fonction d'autorité et le mauvais positionnement des adultes. Soit trop loin, soit trop près. Trop près. Pour moi, c'est ça l'éducation selon l'esprit, parce que c'est que le rôle de l'Esprit Saint, tout au long de la Bible, de la création à la Pentecôte, c'est celui qui unit en respectant les différences. La création du monde, c'est il sépare, c'est le magma, et il crée l'unité du monde en séparant le ciel, la terre, la mer. Et la Pentecôte, tout le monde se comprend, mais chacun parle sa langue. C'est pas tout le monde parle la même langue. C'est chacun parle sa langue. C'est bien plus fort, ça, que de faire une uniformité. Tout le monde fait pareil. Et tout le monde se comprend. C'est comment je crée l'unité dans le respect de la différence. Être éducateur, c'est ni être copain avec le jeune, ni être à ce point distant avec le jeune qu'on ne s'intéresse pas à ce qu'il vit. Et puis alliance avec le groupe. Vous savez, des fois, il m'arrive de faire des conférences à des enseignants, et inévitablement, je suis interrogé à la fin en disant, bah oui, on voit bien que vous êtes éducateur, vous c'est la relation individuelle, mais vous vous rendez compte, nous on en a 30, et avec le brin de provocation qui est mien, je réponds, quelle chance! Vous enseignez une première fois, vous avez 15 élèves qui comprennent, vous enseignez une deuxième fois, vous avez 16 profs pour 15. 1 pour 1. C'est extraordinaire. Ah, mais vous n'avez pas vu des choses comme ça. Vous n'avez pas vu des choses comme ça. Eux, quand ils enseignent une deuxième fois, ils réexpliquent. Et comme la seconde explication est similaire à la première, parce que s'ils avaient une meilleure explication que la première, ils l'auraient déjà utilisée la première fois. Imaginons que dans leur tête, il y ait une explication qui leur paraisse meilleure que celle qu'ils aient utilisée la première fois. Ils l'auraient déjà fait. Donc, lorsque l'enseignant réexplique, il réexplique de la même manière qu'il a expliqué. Résultat des courses, ceux qui ont compris s'ennuient, ceux qui n'ont pas compris comprennent toujours pas. Alors qu'effectivement, le gamin qui a compris et qui réexplique, il saura trouver d'autres mots, d'autres postures. Moi, combien je vois dans mon service d'accompagnement scolaire, combien je vois parfois que des lycéens sont plus performants pour l'accompagnement de jeunes collégiens que des enseignants. Bien sûr, les enseignants sont indispensables. Mais cette idée de faire alliance avec le groupe, vous savez, il y a eu cette idée forte des enseignants que le problème, c'était la taille de la classe.
Aucune étude scientifique ne démontre une corrélation entre la taille de la classe et la réussite des élèves. Sauf en ce qui concerne l'apprentissage de la langue. Donc c'est vrai en primaire, c'est vrai pour les langues. Pour le reste, il n'y a aucune étude scientifique qui le démontre. Mais ça reste l'idée des enseignants. Il faut savoir que 85% du budget consacré aux ZEP a été consacré à la diminution de la taille de la classe. 85% du budget. Efficacité, 0. L'écart est plutôt plus grand après 20 ans de programme ZEP qu'avant la mise en œuvre du programme. Donc la solution qui était inventée par les enseignants, si on veut faire mieux, il faut diminuer. Et on commence à découvrir que la diminution de la taille de la classe peut plomber les apprentissages. Je m'explique. Dans une classe de 30, statistiquement, il y a 5 très bons élèves qui peuvent former un noyau porteur. Dans une classe de 15, statistiquement, il y a 2 très bons élèves qui se planquent parce qu'ils sont trop différents des autres. C'est ce qu'on voit dans les collèges ZEP. Plus la taille est petite, plus la taille de la classe est petite, plus la proportion de très bons élèves est faible, plus il se planque. C'est-à-dire que l'enseignant ne peut pas compter sur lui. Moi, je rencontre des gamins dans les collèges où je travaille, où toute leur stratégie, c'est surtout ne pas montrer qu'ils sont bons. C'est trop dangereux dans les relations avec les autres. Donc il faut développer toute une stratégie pour surtout ne pas montrer qu'ils sont bons. En enseignant, même ceux qui comprennent, il faut semblant de ne pas comprendre. Comme ça, ils gardent leur posture. Donc comment faire alliance avec le groupe, hein, c'est beau. Et se dire comment je vais me servir, ça c'était aussi un des arts de Don Bosco, de servir toujours des interactions entre les aînés et les plus jeunes, entre ceux qui ont compris, ceux qui n'ont pas compris, d'utiliser toutes ces interactions pour les mettre au service de la transmission. Il est temps de conclure. Confiance, espérance, alliance, vous retrouvez la trilogie constitutive de la démarche chrétienne du croire, espérer, aimer. Celui qui accueille un enfant en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Autrement dit, le chrétien est invité à nouer une relation avec l'enfant qui se vive dans le même registre que sa relation à Christ. C'est ça que ça veut dire. Celui qui accueille un enfant en mon nom, c'est moi qui l'accueille. C'est-à-dire que la relation à l'enfant doit se jouer dans le même registre que la relation à Christ. Tu dois avoir le même type de relation avec l'enfant et avec Christ. Et donc une relation fondée sur le croire, espérer, aimer. Pour l'éducateur chrétien, c'est quoi éduquer? C'est développer une relation à l'enfant sous le mode du « je crois en toi », à la manière dont Christ croit en toi, à la manière dont j'expérimente que Christ croit en moi, j'espère avec toi, à la manière dont Christ espère avec toi, à la manière dont j'expérimente que Christ espère avec moi, je t'aime, à la manière dont Christ t'aime, à la manière dont j'expérimente que Christ m'aime. L'éducation, pour moi, c'est affaire de foi, d'espérance et d'amour. Permettez-moi juste de préciser, parce que des fois, mon discours peut être mal compris par certains de mes amis enseignants, que j'ai beaucoup d'estime pour tous ceux qui font ce formidable métier d'enseignant. Ce que je dénonce un peu, c'est le système de notre école dans lequel ils sont enfermés. Mais c'est bien une critique parfois du mode de fonctionnement du système de notre école, absolument pas une critique de nos amis enseignants qui, en particulier dans les collèges ZEP, assurent une mission extraordinaire. Mais combien il me semble que si on améliorait le mode de fonctionnement de notre système, il pourrait décupler encore l'efficacité de leur implication. Voilà, vous avez pu donc entendre le père Jean-Marie Petitclerc s'exprimer autour du thème de l'art d'éduquer. À la suite de cette rencontre qui avait eu lieu le 21 mars 2012 en l'église Saint-Sauveur de La Rochelle, un temps d'échange et de questions avait lieu. L'une des questions qui d'ailleurs ressortait le plus était comment travailler la cohérence école-famille. La réponse avec le père Jean-Marie Petitclerc. Vous êtes aussi beaux les uns que les autres, vous êtes aussi intelligents les uns que les autres. Je rencontre beaucoup d'intelligence dans les quartiers, mais la grande différence, c'est que pour vous, entre le discours tenu par vos parents, le discours tenu par vos enseignants et le discours tenu par les jeunes adultes qui forçaient votre admiration, ces 3 discours se rejoignent sur un socle de valeurs communes. Investissement. Alors il est assez facile de se construire. Alors que dans les quartiers où je bosse, ces 3 discours s'entrechoquent. Alors il est bien plus compliqué de se construire. Alors l'idée forte, effectivement, va être comment travailler une meilleure cohérence. Au niveau du Val d'Aucourt, c'est vraiment
ça essaie d'être le fil rouge de notre action. Développer une approche globale de l'enfant et on essaie de le rejoindre à la fois dans la rue, à la fois à l'école et à la fois dans la famille. On a organisé notre action autour de ces 3 pôles, l'éducateur qui joue dans la rue avec eux, l'éducateur qui intervient à l'école sur toutes les questions d'accompagnement scolaire, l'éducateur qui intervient dans la famille. Et d'essayer de jouer un rôle de médiation, famille, école, cité. Alors comment instiller davantage de cohérence? Et moi je crois que vraiment c'est le problème numéro 1 qui se pose aujourd'hui dans la société. Je crois effectivement c'est de favoriser le dialogue école-famille. Et puis école-environnement, je ne crois pas à la théorie de l'école forteresse. Parce que l'école forteresse ne répond pas à ce besoin de cohérence. Il y a une espèce comme si c'était un lieu où ça se passe différemment. Moi je me souviens que j'avais été effaré un jour, un gamin avait agressé violemment un jeune sur une cour de récréation, le gamin avait été exclu, je le raccompagne dans le bureau du principal, et le bureau du principal, ce qui était grave, c'est que ce soit passé à l'école. J'ai dit, attendez, ça serait passé dans le train ou dans la famille, c'est aussi grave. Ce qui est grave, c'est la violence. Comment vous pouvez faire dire, c'est très grave, c'est, oh, tu te serais fait tabasser en famille, ça veut dire, ça c'est pas mon problème. Tu te serais fait tabasser dans le train, c'est pas mon problème, il y aurait rien à cirer. Alors que tu te fasses tabasser dans l'école, c'est très grave. Mais non. C'est aussi grave que ça se passe dans le train, que ça se passe à l'école, ou que ça se passe en famille. Et nous, adultes, devons être capables de protéger l'enfant de cette violence. Pas se dire, c'est parce que c'est à l'école, ça me concerne, si c'est en dehors de l'école, je m'en fous. Non. Donc, comment travailler à cette cohérence? Donc, une école qui dialogue. Comment travailler, effectivement, un projet de société où on puisse se retrouver, membres de la communauté nationale, autour de valeurs communes à transmettre à nos enfants. Bon. Et c'est vrai que c'est difficile, parce que je crois que des politiques le sentent. Le débat sur l'identité nationale, qui a été mal fagoté, mal ficelé, récupéré de manière politique, mais quelque part, il y avait une idée intéressante, c'est à quoi ensemble on dit oui. Moi, toutes les manifestations que je vois, c'est toujours non, 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 non. Mais être français, c'est dire oui à quoi? À un moment, il serait important que l'ensemble des composantes de la communauté nationale puissent dire, être français, c'est dire oui à ça. Pour moi, c'était ça l'enjeu du débat. J'étais pas contre, moi, le débat. Après, la manière dont il était mené, récupéré, mais se dire, il faudrait quand même qu'on soit capable de transmettre à nos enfants, c'est dire oui à quoi? J'entends des manifestants qui disent non, 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 non. Enfin, alors les gens, pour dire non, ils disent non. Mais à quoi ils disent oui? Le jeune d'aujourd'hui, 17 ans, d'origine maghrébine, être français, c'est dire oui à quoi? Qui répond à sa question? On lui dit pas. Oui. Donc, parce que être français, c'est pas une race. Il n'y a pas la race des Français. Être français, c'est l'adhésion aux valeurs de la République. Donc là, moi, je vous rejoins tout à fait en disant que ce travail-là, pour nos jeunes, vraiment, il va falloir que notre communauté soit capable de pouvoir effectivement se mettre d'accord sur un minimum de valeurs communes qui caractérisent le fait d'être français et de transmettre à tous ceux, effectivement, qui sont français, et puis d'indiquer à tous ceux qui sont accueillis sur notre territoire, en disant, ben voilà, tu viens sur le territoire, sache que sur le territoire, voilà. Mais liberté, égalité, fraternité, si on se limite à cela sans aucune déclinaison, ça fait un peu court, enfin je veux dire, ça fait un peu court, parce que tout le monde interprète la liberté à sa manière, tout le monde interprète l'égalité à sa manière, et tout le monde interprète la fraternité à sa manière. Mais donc comment travailler à cette cohérence, effectivement, et que famille, école et notre pays puissent effectivement se retrouver dans une expression commune de valeurs à transmettre. Et personnellement, je crois qu'on peut faire un lien, je l'ai souvent fait, entre le niveau de violence d'un jeune et le niveau d'incohérence des adultes qui l'accompagnent. Quand on est dans les adultes incohérents, il y a deux solutions, soit on devient fou, soit on devient violent. Mais c'est très difficile de se construire. Voilà, c'était donc le père Jean-Marie Petitclerc. Il traitait aujourd'hui du thème de l'art d'éduquer, un temps d'échange qui avait eu lieu le 21 mars 2012 en l'église Saint-Sauveur à La Rochelle. À bientôt pour un prochain rendez-vous grand format.